Alors aujourd'hui, on plonge dans un livre qui ne laisse absolument personne indifférent. Il s'agit de Un gardien et un voleur de Megha Majumdar, et pour en parler, on va s'appuyer sur une discussion fascinante menée par le club de lecture d'Oprah. Et croyez-moi, c'est une histoire qui remue. Pour vous donner une petite idée de l'impact de ce livre, un lecteur, Allen, dit carrément qu'il a été secoué. Il a fini de le lire tard le soir et il a senti la fin physiquement, dans tout son corps. Ce n'est pas juste une lecture, c'est une expérience qui reste gravée en soi. Et il n'est pas le seul, loin de là. Oprah Winfrey elle-même a ressenti ça. Elle a été happée dès la toute première page. Et à la fin, elle est restée littéralement bouche bée. On commence à se demander ce qui peut bien se cacher dans ce livre pour provoquer un tel choc. Et puis il y a Tunde Doma, une autre lectrice, pour qui l'expérience a été déchirante. Elle explique que lire ce livre, c'était comme vivre ce moment juste avant de réaliser son plus grand rêve, et puis d'un coup, de voir tout s'écrouler. Avec des réactions pareilles, la question s'impose. Mais de quoi parle ce livre au juste ? Alors, voilà, le roman de Megha Majumdar, Un gardien et un voleur. Ce qui est fou, c'est qu'il ne fait que 224 pages. C'est court, oui, mais à l'intérieur, c'est une histoire d'une puissance et d'une pertinence absolument incroyables. En gros, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de deux familles. Leurs chemins vont se croiser, et pas de la bonne manière. C'est une véritable trajectoire de collision. Elles doivent faire des choix, mais des choix impossibles, juste pour survivre. Et le livre nous plonge vraiment au cœur de cette question. Jusqu'où est-on prêt à aller ? Bon, deux familles en collision. Plantons un peu le décor. L'histoire nous emmène dans un futur très proche, dans un monde où la crise a complètement changé la donne. On est à Calcutta, en Inde. Sauf que ce n'est pas le Calcutta qu'on connaît. C'est un Calcutta du futur, un futur ravagé par le dérèglement climatique. Imaginez, des années de chaleur insupportable, des inondations constantes, la famine. C'est le quotidien. Et c'est dans ce monde-là que nos personnages luttent, pas pour vivre, mais pour exister. Au milieu de ce chaos, on a nos deux protagonistes. D'un côté, Ma. Tout ce qu'elle veut, c'est protéger sa petite fille de 2 ans et retrouver son mari. De l'autre côté, Bumba, 20 ans, et prêt à absolument tout pour mettre sa famille à l'abri. Le truc, c'est que leurs deux quêtes, qui partent du même besoin de protection, vont les faire s'affronter, violemment. Et c'est là que le livre devient vraiment dérangeant. Il prend nos certitudes, le bien, le mal, le héros, le méchant, et il fait tout voler en éclats. La question, au fond, c'est, quand on est dans une situation de survie totale, est-ce que ces étiquettes ont encore un sens ? Le livre nous pousse à nous demander ce que l'on ferait si son propre compas moral était mis à l'épreuve par la faim de ses enfants. D'ailleurs, l'auteur le dit elle-même, c'est exactement cette dualité qu'elle voulait explorer. Ces personnages ne sont ni des saints ni des monstres. Non, ils sont juste humains, capables de l'amour le plus pur, mais aussi des pires actions. Et souvent, c'est ce même amour qui les pousse à faire l'impensable. Il y a un concept super intéressant qui ressort, c'est celui du mensonge affectueux. C'est comme ça que l'auteur explique pourquoi Ma ment à son mari qui est au loin. Elle ne lui dit rien des horreurs qu'elle vit. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de cadeau, un cadeau d'amour. Elle le protège de l'inquiétude. C'est une idée, peut-être déroutante, mais elle est essentielle pour la comprendre. Ça nous amène à une question plus large. Pourquoi choisir la fiction pour raconter tout ça ? Quel est le rôle d'un roman face à de telles crises ? Il y a un passage dans le livre qui illustre ça parfaitement. Ça parle de ces photos qu'on voit tous dans les journaux, en noir et blanc. On voit des yeux enfoncés, des membres fins comme des brindilles. L'image a effacé toute leur complexité pour ne laisser que la fin. La personne derrière, elle a disparu. Eh bien, c'est justement là que la fiction a un rôle à jouer. Pour l'auteur, le boulot d'un roman, c'est de lutter contre cet aplatissement. C'est de redonner à ces personnes toute leur humanité. De leur rendre leurs blagues, leur humour, leurs amours, leurs petites manies, tout ce qui fait d'eux des êtres humains complets, et pas juste des victimes. Maintenant, on va toucher à une des idées les plus percutantes du livre. Une idée qui retourne complètement notre vision de ce qu'est l'espoir. On nous dit tout le temps qu'il faut garder espoir, être optimiste, non ? Mais l'auteur, elle, se pose une autre question. Et si l'espoir n'était pas toujours quelque chose de pur, de noble ? Et si au contraire, l'espoir pouvait être vicieux, nuisible ? Si l'espoir de sauver sa propre famille pouvait devenir une force destructrice ? Et cet extrait du livre le dit avec une force incroyable. L'espoir n'était pas une fleur timide, mais une créature enragée de sang, dotée de crocs et de dents. On ne parle plus d'une petite lumière douce, non. L'espoir ici, c'est une bête sauvage. C'est l'espoir individuel pour les siens qui se bat, qui trompe, qui griffe, même si ça veut dire détruire l'autre. L'espoir peut devenir une arme. Au final, ce livre ne fait pas que raconter une histoire. C'est bien plus que ça. Il nous tend un miroir. Et la question que ce miroir nous renvoie, elle est vertigineuse.
Est-ce que notre vrai moi, c'est celui qui vit en paix, avec l'abondance? Ou est-ce qu'au fond de nous, il y a une autre version, cachée, qui ne se révèle que dans les pires moments, face à la pénurie et à la crise? Le livre nous laisse avec cette question finale, qui reste là, en suspens, bien après la dernière page. Dans un moment de crise absolue, qui deviendrait-on? Face à des choix impossibles, quand l'amour pour les siens pousse à faire l'impensable, quelle personne devient-on, au fond?